Donc dossier 2, donc analyser l'hémogramme de ce patient. Donc il a une anémie macrocytaire arrégénérative, une leuconeutropénie, une thrombopénie, donc c'est une pancytopénie. C'est les 3 éléments importants, surtout le macrocytaire, parce que ça vous oriente dans la suite du diagnostic arrégénératif pour l'anémie, et le terme pancytopénie, parce que ça ouvre ensuite sur les grandes cases de votre réflexion diagnostique. Et juste un petit détail, avoir 2000 lymphocytes, ce n'est pas une lymphopénie. C'est 1500-4000. Alors, les diagnostics. Envahissement médulaire, myélofibrose, j'avais mis, dysmyélopoïèse. Et j'avais mis que ça pouvait être dû au traitement iatrogène. Ok. Alors, globalement, chez ce patient qui a eu de la chimiothérapie et de la radiothérapie, donc qui sont 2 traitements en soi leucémogènes, qui est à distance de ces traitements, alors on peut avoir des hémopathies secondaires plus précocement, mais c'est plus rare. Les premiers diagnostics, c'est des hémopathies secondaires au traitement. Donc les 2 diagnostics, c'est la leucémie aiguë, et chez ce patient qui en plus a une macrocytose à 115, c'est un syndrome myélodysplasique ou une leucémie aiguë secondaire à son traitement. Et c'est ça les points importants, c'est le fait qu'il a été traité. La démarche diagnostique que vous avez tous à peu près, qui est de dire il a une pancytopénie, donc on va chercher les différentes causes de pancytopénie par au myélogramme, elle est bonne. Simplement là vous êtes dans un cas particulier, un malade qui a été traité. La rechute de la maladie de Hodgkin qui se manifeste uniquement par des cytopénies, c'est pas impossible, hein. À 10 ans c'est rare. Ça reste un lymphome, donc c'est possible de voir des localisations essentiellement médulaires, essentiellement post-cytopéniques, mais c'est rare et c'est pas le premier diagnostic. L'aplasie médulaire induite par la radiochimiothérapie, c'est possible aussi, mais chez des patients, mais c'est plus rare. Et c'est vraiment les 2 diagnostics, c'est myélodysplasie et leucémie aiguë secondaire. La question 3, donc les complications à long terme autres qu'on pourrait imaginer. Moi j'étais parti sur des récidives de la maladie, donc regarder si repalper les aires ganglionnaires, mais a priori il n'y a pas de notion là-dedans. J'avais parlé de complications radiques, donc cardiaques, et qu'il fallait faire une échographie cardiaque. Les complications de chimiothérapie pulmonaire, entre autres, avec la fibrose pulmonaire, et donc faire une radio de thorax comme examen. Et voilà. Ok. Alors, pour cette question-là, déjà, il faut essayer de répondre aux questions parce qu'il y en a plein qui m'ont cité les complications. Il y en a quelques-uns qui ont oublié les examens complémentaires, donc c'est dommage parce que comme vous ne répondez pas à la question, vous ne pouvez pas avoir tous les points. C'est les complications à long terme du traitement. Donc la récidive de la maladie de Hodgkin, ce n'est pas une complication du traitement, sauf ça veut dire qu'on n'est pas assez fort, mais voilà. Donc les principales complications, il faut être un peu systématique, donc c'est cardiaque. Alors c'est la complication de la chimiothérapie, mais c'est aussi une complication de la radiothérapie. En particulier, ça fait des sténoses coronariennes et donc des patients qui doivent être pontés et c'est des sténoses assez longues. Donc il faut faire l'échographie cardiaque transthoracique et éventuellement, s'il y a des symptômes, après tous les tests fonctionnels, scintigraphie d'effort, épreuve d'effort. Voilà. Pulmonaire lié à la biomycine et à la radiothérapie, c'est pareil, c'est 2 facteurs qui agissent de façon, on va dire, synergique. Le meilleur examen pour la fibrose, c'est les EFR avec la mesure de la DLCO. Pour la fibrose post-radiothérapie, le scanner, c'est un très bon examen. Et en général, on voit les champs d'irradiation. Quand c'est juste la radiothérapie. L'hypothyroïdie, quand on a une radiothérapie médiastinale, il faut y penser. On n'a pas précisé où c'était. Cutané, c'est aussi extrêmement fréquent. Les cancers cutanés dans les zones irradiées, ça fait partie des complications qui handicapent vraiment les patients. Neurologique, la vincristine, bon, c'est l'examen clinique. L'infertilité, après la BVD, c'est rarissime d'avoir une stérilité.
On peut le mettre surtout chez un patient qui va potentiellement avoir de la chimiothérapie après, parce que si on veut envisager un prélèvement de sperme, c'est pas mal de savoir si on peut le faire déjà. Donc, il faut essayer d'être systématique, comme ça vous n'oublierez pas dans d'autres situations. Alors, question 4. Quels les examens pour confirmer le diagnostic? Alors, j'ai mis donc un myélogramme avec une recherche cytologique et karyotype biomoléculaire avec l'accord du patient. Donc, un frottis sanguin à la recherche de blastes, d'acryocytes ou d'anomalies des cellules, des polynucléaires, qui sera en faveur d'une myélodysplasie. Et j'ai mis que s'il y avait une adénopathie, il fallait la biopsier parce que ça pouvait être un peu en faveur du lymphome. Voilà. Okay. Donc, effectivement, les deux diagnostics, les deux examens clés, c'est le frottis sanguin, parce que si on voit, pendant le diagnostic de myélodysplasie, on peut faire un diagnostic de myélodysplasie, au moins l'anticiper largement, glycémie aiguë si on a un pourcentage de blastes circulant important. Donc même si on vous a donné la numération, on ne vous a pas dit que le frottis était normal, donc il faut le remettre. Déjà, nous, ça nous oriente dans notre démarche diagnostique pour commencer à expliquer aux patients et dans la suite pour orienter les examens. Donc, chez un patient qui a été irradié au médiastinal, on ne fait pas de myélogramme en sternal, on les fait en crête iliaque parce que la moelle dans les zones irradiées, la moelle est souvent très pauvre et donc on n'a pas de rendement diagnostique. Je ne l'ai pas compté, mais c'est important de le savoir. Quand on adresse les patients pour faire des myélogrammes après, ça évite qu'ils arrivent et qu'on leur dise « Ah non, désolé, c'est en iliaque ». Voilà, et effectivement, à chaque fois, quand on part, surtout chez un patient jeune, chez un patient de 80 ans, le bénéfice de la cytogénétique et de la biologie moléculaire, pas forcément le même en termes de choix thérapeutiques ultérieurs. Chez un patient jeune, il faut toujours faire cytogénétique, biologie moléculaire. Surtout dans les hémopathies secondaires, dont le pronostic est clairement beaucoup plus mauvais, parce qu'ils ont des karyotypes, ils ont 5 lignes de karyotypes en général, ces maladies, et ça c'est corrélé à un pronostic mauvais. Le fait qu'ils aient un karyotype normal ou qu'ils aient 5 lignes de karyotypes, c'est pareil, ça oriente pour la prise en charge ultérieure en termes de... chez des patients très âgés, 70, 75 ans, en termes de est-ce qu'on a une chance de mettre ce malade en rémission et est-ce qu'on va lui proposer un traitement d'induction, et chez des patients jeunes, en termes d'allogreffe derrière. Mais du coup, est-ce que là, on doit préciser le karyotype comme examen pour confirmer le diagnostic Parce que moi, je ne l'avais pas mis justement parce que la question, c'était confirmation du diagnostic et pas bilan. Oui. Enfin, c'est juste... Oui, non, ça ne confirmera pas ton diagnostic. Le diagnostic de myélodysplasie ou de leucémie aiguë secondaire, il est secondaire parce que tu sais que ton malade a eu de la radiochimiothérapie. Mais par contre, de toute façon, c'est systématique. Il faut le faire. Ça évite d'avoir piqué les malades quand on est pratiquement sûr du diagnostic. Donc il manquait le pourcentage de blast médulaire. Voilà, le pourcentage de blast. Il y en a certains qui m'ont mis les sideroblastes. C'est effectivement un des marqueurs qui permettent de mieux préciser le type de syndrome myélodysplasique. C'est beaucoup moins, c'est pas très fréquent et ça l'est encore moins dans les syndromes myélodysplasiques secondaires. Ça est corrélé avec un pronostic qui est meilleur quand il n'y a pas d'excès de blast, mais ce n'est pas un des éléments les plus majeurs dans la démarche. Le pourcentage de blast, c'est vraiment important parce que c'est corrélé à l'évolutivité de la maladie. Quand on a 19% de blast et quand on a 3% de blast, c'est clairement pas le même pronostic, au moins à moyen terme. Alors, question 6, moi j'ai classé myélodysplasie classée anémie réfractaire avec excès de blast de type 1. Je n'étais pas très sûre. Et l'autre examen, donc là moi j'avais parlé justement du karyotype. Oui. Alors, la classification OMS, elle est extrêmement compliquée. Je ne suis pas sûre que vous ayez besoin de la connaître par cœur. Cela dit, dans la classification OMS, c'est myélodysplasie avec dysplasie multilignée et excès de blast.
effectivement, alors dans la REB 1, c'était la classification FAB. Alors, ça fait beaucoup de choses à apprendre, je sais. Les choses importantes, c'est que la dysplasie multilignée, c'est pareil, c'est comme le pourcentage de blast, c'est un élément qui est corrélé au pronostic. L'excès de blast, c'est très important, et le fait que ce soit secondaire, dans la nouvelle classification, ça rentre, parce que le pronostic, c'est vraiment un élément pronostic. C'est des classifications qui ont pour but d'essayer d'homogénéiser les malades et d'avoir un intérêt pronostic. Et la cytogénétique, comme ça, vous ne l'oublierez pas au bout de la 5e fois, parce que c'est vachement important. Ah oui, juste ce que je l'avais noté, il y en a beaucoup qui m'ont mis la BOM 6 mois inaspirable. Oui, c'est bien, je pense que si vous y pensez, il faut le mettre. C'est un bon élément de savoir que quand on n'a pas de diagnostic, il faut faire une biopsie ostéomédulaire. Donc, je lui donne une information claire, loyale, adaptée au patient, et je lui dis donc qu'il y a les risques donc, de la maladie. Ça va être principalement donc, une acutisation en leucémie aiguë plutôt myéloïde, dans 15% des cas. Et puis ensuite, il y a toutes les complications liées au traitement, et voilà, je me souviens plus exactement. Alors, le pourcentage de cas, 15%, ça ne me paraît pas beaucoup, je ne connais pas les chiffres par cœur. Chez un malade de 37 ans, le risque qu'il évolue à terme vers une leucémie aiguë, il est plus de 15% de cas. Quand tu as 70 ans, effectivement, il y a un risque qui est un peu cumulatif, donc surtout dans les formes secondaires, il a toutes les chances d'évoluer vers une leucémie aiguë. Et les complications des cytopénies, c'est pareil, là il faut dire l'anémie, la neutropénie, donc le risque infectieux. Quand vous dites infection opportuniste, c'est vrai parce que les patients qui ont des neutropénies chroniques prolongées inférieures à 500 sont à risque aspergulaire, majoritairement. Quand on a 700 PN, 600 PN, on est surtout et aussi à risque d'infection à germes bactériens. Donc il ne faut pas mettre que opportuniste parce que on fait des infections standards. Et oui, il y en a qui m'avaient mis l'hémochromatose. Moi, je ne l'ai pas compté, mais effectivement, je ne l'ai pas mis dans la correction. Effectivement, c'est bien parce que les patients qui sont polytransfusés, on dit classiquement à partir de 20 kg globulaires, il y a un risque d'hémochromatose post-transfusionnelle. Et ça, c'est pareil, ça a un retentissement important et ça majore aussi le risque infectieux. Donc, question 8. Donc, la complication, j'avais mis un syndrome hémorragique devant l'hémoglobine basse et la thrombopénie importante. Et pour le transfuser, moi j'ai dit que vu qu'il avait certainement été multitransfusé lors de sa précédente, lors de la maladie de Hodgkin, qu'il y avait certaines précautions à prendre, qu'il fallait que ce soit phénotypé en groupe et en résus. Avec des RAI. Je savais pas trop. La principale complication devant une aggravation rapide des cytopénies chez un patient qui a une myélodysplasie, c'est la leucémie aiguë. Alors le penser qu'il peut saigner, c'est bien, mais en général, la chute des plaquettes précède le saignement secondaire à la chute des plaquettes et pas l'inverse, même s'il peut y avoir des syndromes de consommation, mais globalement c'est à ça qu'il faut penser et que derrière il faudra refaire un myélogramme à ce patient. Même s'il en a eu un 2 mois avant, on peut avoir des formes qui se présentent de façon des accélérations assez rapides. En général, ça veut dire que la myélodysplasie était déjà probablement accélérée, mais que le myélogramme n'a peut-être pas retrouvé, montrait pas un pourcentage élevé de blast, mais que la maladie s'accélérait déjà sans qu'on le voie. Alors, pour le phénotype, la BVD, c'est pas forcément très cytopéniant, donc il n'a peut-être pas été transfusé, mais il peut s'être immunisé effectivement. Alors, le phénotype étendu, en fait, tous les patients sont transfusés en phénotypé, c'est-à-dire qu'on garde les phénotypes des globules rouges qu'on leur transfuse. Après, savoir combien
de système de groupes antigéniques sur les globules rouges, on va regarder pour pas qu'ils s'immunisent sur des groupes, sur différents groupes. C'est ça qu'on va regarder quand les patients sont à risque d'être multitransfusés et sont à risque de s'immuniser. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le phénotype étendu, c'est ce qu'on fait pour les femmes jeunes, pour les enfants, c'est-à-dire qu'on détermine leur propre phénotype sur un très grand nombre d'antigènes présents sur les globules rouges, et ensuite on choisit les globules rouges pour qu'ils soient compatibles pour tout ça. Quand on dit compatibiliser, c'est que les patients sont déjà immunisés, qu'ils ont des RAI positives, et donc qu'on va d'une part vérifier qu'on ne transfuse pas des globules rouges qui risquent d'être hémolysés par les agglutinines irrégulières. Puis parfois, quand elles sont très fortes, on vérifie in vitro au laboratoire qu'il n'y a pas de réaction entre le sérum du patient et les globules rouges qu'on va transfuser. Donc les choses importantes, c'est donc faire un phénotype étendu, donc groupe ABO Rhésus avec un phénotype étendu, donc les 2 déters systématiques, mais ça vous connaissez par cœur, vous l'avez tous mis, les RAI qui doivent être inférieurs à 3 jours, donc les globules rouges doivent être compatibles ABO Rhésus et avec un phénotype et compatibilisé en étendu, en prévention de la low-immunisation s'il n'est pas déjà low-immunisé. Alors, l'irradiation, ça a un intérêt chez les patients immunodéprimés. Et ça inclut les patients qui ont été allogreffés, qui vont ou qui ont été autogreffés. Alors, les délais avant, vous n'avez pas à les connaître. Classiquement, les maladies de Hodgkin avec des stades étendus. Les patients qui ont eu des analogues des purines, de la fludarabine, tout ça, parce que ça déplète de façon très importante les lymphocytes, et qu'ils ont un risque de faire ce qu'on appelle une GVH post-transfusionnelle. C'est-à-dire que les lymphocytes résiduels présents dans les culoglobulaires sont capables de s'activer contre un système immunitaire qui n'est pas efficace et de détruire, alors comme dans la GVH de l'allogreffé, de s'attaquer au tissu, c'est-à-dire au tube digestif, à la peau, mais dans la GVH post-transfusionnelle, il y a aussi toutes les cellules hématopoïétiques, ce qu'on n'a pas chez l'allogreffé, puisque les cellules hématopoïétiques, c'est celles du donneur. Donc ça fait des pancytopénies gravissimes. Donc il faut penser à irradier les patients. Donc c'est auto-allogreffe, les analogues des purines, les patients immunodéprimés, les immunodépressions congénitales sévères, les enfants qui ont des SCID, tout ça, et les aplasies médulaires. Donc ça, c'était pas demandé du tout, hein, mais il y en a qui me l'ont mis. Ça concerne vraiment les patients immunodéprimés en prévention de la GVH post-transfusionnelle. Pour ce qui est du CMV, les globules rouges, les concentrés étant déleucocytés, on considère que le risque est minime, mais il y a certaines équipes, quand les patients vont être allogreffés qui sont CMV-, qui les transfusent encore en CMV- pour éviter qu'ils se contaminent, parce que c'est une infection qui, après l'allogreffe, pose beaucoup de problèmes. Mais c'est pareil, c'était pas demandé, parce que c'est vraiment des discussions qui sont pas de... Je pense pas de votre... Voilà, donc... Après, effectivement, la concordance de l'identité entre les culots et le malade, ça c'est extrêmement important, il faut vraiment le mettre parce que c'est la première cause d'accident ABO gravissime. C'est pas le bon culot qui a été transfusé parce qu'il y a 3 culots dans la même unité au même moment et qu'il y a une erreur. Donc ça, et comme c'est l'accident transfusionnel quand même le plus grave, c'est important de le mettre. Et l'épreuve de Besse-Vincent, mais ça vous connaissez. Et après, la surveillance de la transfusion et du rendement. Alors les sérologies post-transfusionnelles, elles ne sont plus obligatoires. Après, on vous reprochera pas de les mettre. C'est quoi, c'est le RAI? Les RAI sont... Oui, les RAI sont obligatoires. Enfin, tout le reste est obligatoire. Vérifier l'identité du patient. Non, mais je veux dire en post. Les RAI, on ne les fait pas systématiquement en post-transfusionnel. On les refait quand les patients vont être transfusés, mais on ne les fait pas en post-transfusionnel. On les fait avant la grossesse. Parce que, mais, ok, bon, la dernière question,
C'était juste, je l'avais mis sur 5 points, mais le dossier était noté sur 105, parce que vous n'avez pas à connaître. C'est juste à titre informatif. Si jamais on vous pose la question, un jour vous transfusez un patient qui ne veut pas être transfusé parce qu'il a peur d'être contaminé, c'est pas mal d'être capable de répondre aux gens que le risque, effectivement, à l'heure actuelle, extrêmement minime. Par contre, pour les prions, il est extrêmement difficilement évaluable. Donc, c'est pas forcément facile de répondre.